Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Lyon Politique. Ça y est, c'est la reprise pour votre émission spéciale élection sur BFM Lyon. Nous sommes passés en 2020, année où l'on va voter. Deux fois, vous le savez, dans l'agglomération lyonnaise, d'un côté les municipales, de l'autre les métropolitaines. Et justement, notre invité ce soir est candidat à la métropole pour le Rassemblement national. Bonsoir Andrea Cotarac. Bonsoir. En face de vous, notre expert politique, Antoine Comte. Bonsoir Antoine. Bonsoir à vous. Rédacteur en chef de Tribune de Lyon, magazine partenaire de cette émission. Alors comme d'habitude, on commence par dresser un petit portrait de notre invité, Andrea Cotarac. Alors vous avez un parcours atypique, un ancien conseiller régional sous la bannière de la France Insoumise. Vous avez quitté le camp de Jean-Luc Mélenchon pour rejoindre les troupes de Marine Le Pen l'an dernier, il y a quelques mois, c'était lors des européennes. Et vous êtes donc désormais tête de liste du Rassemblement national pour ces élections à la métropole de Lyon. Et on précise aussi que vous êtes juriste de profession. Personne n'est parfait. Voilà, allez, on commence tout de suite avec les questions d'actualité. Et avec la réforme des retraites, évidemment, nouvelle manifestation aujourd'hui dans les rues de Lyon. La grève se poursuit avec toujours ce bras de fer entre les syndicats et le gouvernement. A priori, pas de compromis à l'horizon. Vous aussi, vous êtes opposé à cette réforme des retraites ? Tout à fait, j'y suis opposé. Bon, d'abord, je constate qu'aujourd'hui, même les ministres ne savent plus où on en est au niveau procédural. Certains nous parlent de conférences, d'autres de reports. On parle de M. Berger, etc. C'était une réforme universelle. On constate qu'en fait, les régimes spéciaux reviennent. Bref, on constate sur le fond comme sur la forme. Vous vous souvenez de M. Delevoye, qui était l'architecte de cette réforme. Il a dû démissionner. Il avait prétendument oublié 14 mandats, dont celui d'être au conseil d'administration de l'école de formation au métier d'assurance. Vous avez BlackRock qui a été ensuite nommé officier de la Légion d'honneur. On sait très bien que BlackRock, c'est un fonds de pension américain. Bref, on constate finalement que cette réforme va bénéficier aux grandes compagnies d'assurance et aux fonds de pension privés, que les Français vont voir leur pension baisser tout simplement. Vous êtes descendu dans la rue, vous avez manifesté, vous qui vous réclamez souvent du peuple. Oui. Moi, j'étais aujourd'hui à Saint-Étienne, figurez-vous, où j'ai vu... Dans le cortège ? Non, j'étais en conférence de presse avec Thierry Mariani et Sophie Robert. Et à Lyon, vous avez manifesté ? Si j'avais été à Lyon, oui, mais je vous dis que j'étais... en décembre, par exemple. Ah oui, j'aurais pu manifester. Vous n'avez pas manifesté. La première fois, j'étais à Bruxelles. La seconde, j'aurais pu être ailleurs. Mais je soutiens fermement les retraités. D'ailleurs, j'étais, par exemple, hier avec des avocats en grève. Et je constate que c'est une nouvelle donne dans ce mouvement social qui est inédit, qui est un des plus longs qu'on ait vécu depuis 86-95. Et je constate surtout que dans l'histoire de France, quand les avocats sont en grève, eh bien, les grandes choses adviennent. Mais Andrea Cotarac, il faut les réformer, ces retraites. Qu'est-ce que vous proposez, vous, Rassemblement national ? Tout à fait, il faut les réformer. D'abord, la première chose à laquelle on ment, c'est qu'on explique que le système est en faillite, que c'est un chaos. Bref, les libéraux dressent le chiffon rouge comme d'habitude. Or, ce n'est pas du tout ce que dit le Conseil d'orientation des retraites, le corps, qui nous explique que jusqu'en 2020, jusqu'en 2040, jusqu'en 2050, finalement, le taux de PIB qui va permettre de financer les retraites ne bouge pas vraiment. Donc d'abord, il n'y a pas péril dans la demeure. La seconde chose, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on préserve un système solidaire intergénérationnel, parce qu'aujourd'hui, on voit quoi ? Aujourd'hui, on voit qu'on individualise tout. On voit un peuple français qui se divise. On voit une nation qui se divise. Là, vous faites des constats, mais qu'est-ce que vous proposez concrètement pour réformer ces retraites ? Il faut les réformer, vous l'avez dit vous-même. Il faut les réformer. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut réformer les retraites. D'abord, on nous explique qu'il faut pousser l'âge, qu'on fait un âge pivot. On nous explique qu'il y a moins... C'est juste une seconde pause. On nous explique qu'il y a moins d'actifs qui payent les retraités. Ce qui est vrai, les 3 actifs qui, en années 80, payaient un retraité, aujourd'hui sont 2 qui payent un retraité. Sauf que les 2 d'aujourd'hui produisent exactement la même richesse que les 3 dans les années 80. Donc d'abord, en termes de productivité, en termes de richesse, il n'y a pas non plus péril dans la demeure. En termes de cotisation, par exemple, il faut augmenter les cotisations ou alors baisser les pensions, on fait quoi ? Non, en termes de cotisation, c'est la même chose. On nous parle de l'âge légal. Si on nous parle de l'âge légal, nous on est pour une retraite à taux plein à 60 ans avec 40 ans d'annuité. Voilà. C'est l'annuité qui finalement compte dans cette affaire. Un mot, juste une proposition, parce que pour l'instant vous ne nous avez rien dit. Quelle piste au Rassemblement national ? Il n'y a pas péril dans la demeure. D'accord, donc en gros on ne fait rien. Non, mais on voit tout simplement
un Emmanuel Macron qui fait une retraite pour les fonds de pension, pour les compagnies d'assurance. Je viens de vous l'expliquer. Il nous fait ça avant Noël pour précisément casser un mouvement. Il nous avait expliqué qu'il ne toucherait pas à l'âge de départ légal à la retraite. Il le fait. Donc finalement, c'est lui qui ment à ses électeurs et c'est lui qui a menti aux Français. D'accord. Allez, on passe tout de suite au cœur du sujet, l'interview politique d'Andrea Cotarac. La première question avec Antoine. Andrea Cotarac, vous avez présenté vos têtes de liste pour la métropole, dans les 14 circonscriptions récemment, là, il y a quelques jours, avec de nombreux élus du Rassemblement national auquel vous appartenez maintenant. C'est des élus que vous aviez combattus durant votre jeune carrière politique jusqu'à présent. Vous étiez à la France Insoumise. Comment vous pouvez être crédible aujourd'hui par rapport à ça? Vous étiez face à ces gens-là. Aujourd'hui, vous êtes avec eux. Comment les électeurs peuvent se retrouver là-dedans? Non, tout simplement. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, la première chose, c'est que je sais que certains de vos collègues, notamment le Quotidien, ont cherché à la télévision des passages, des discours où j'attaquais frontalement le Front National. Ils n'en ont pas trouvé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je constate que finalement, ce n'est pas moi qui a changé, c'est l'échiquier politique. Qu'est-ce que vous constatez dans le monde aujourd'hui? Vous constatez avec le Brexit, vous constatez en Chine, vous constatez en Inde, vous constatez partout, et précisément en France, que le peuple aujourd'hui souhaite reprendre son destin en main. Donc il y a évidemment un nouveau clivage qui arrive. Le clivage gauche contre droite est complètement artificiel. Aujourd'hui, on a un clivage du camp du peuple qui souhaite retrouver son pouvoir, qui souhaite retrouver la proximité, qui souhaite retrouver ses services publics, ses emplois, protéger ses produits agricoles. Et on a en face un camp des élites, celui d'Emmanuel Macron, celui de Gérard Collomb, qui sont fédéralistes européens. Délocalisation Whirlpool, chez nous, délocalisation Ecopla, Alstom. Vous avez ce camp des élites qui ont signé des traités de libre-échange. Vous avez notamment entendu Nathalie Loiseau dans le Charolais récemment, qui finalement mettent les agriculteurs au pied du mur. Andrea Cotarac, vous disiez, j'ai jamais critiqué le Front National dans le Rassemblement National, dans aucun discours. En fait, vous êtes partisan de ce parti depuis toujours. Alors. Non, tout simplement. Qu'est-ce que vous constatez là encore, puisque vous êtes un expert politique et je sais que vous le savez. Dès 2005, je crois qu'on a eu la vraie rupture. 2005, c'est le référendum contre le traité pour une constitution européenne. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que la gauche mélenchoniste à laquelle j'appartenais et la droite, celle de Marine Le Pen, en tout cas telle que c'était proposé à l'époque, eh bien, sont devenus majoritaires puisqu'ils avaient tout simplement les mêmes critères. J'ai constaté entre-temps, je vais un peu vite, avec les Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'on a constaté là encore? Puisque là, pour le coup, j'étais à toutes les manifestations des Gilets jaunes, enfin, principalement. J'ai constaté des électeurs du Rassemblement national, des électeurs de la France Insoumise, principalement, qui n'étaient pas d'accord sur tout, mais qui s'accordaient sur le principal. La justice fiscale, l'indépendance de la France, la sortie de l'OTAN, bref, une reprise du pouvoir en main, de la proximité et surtout le référendum d'initiative locale, c'est-à-dire porter une voix entre les élections. Andrea Cotarac, quand même, ce statut que vous avez de transfuge, de traître, on l'entend chez vos opposants politiques aujourd'hui, ils vous nomment comme ça, oui. Ça ne doit pas être facile à vivre tous les jours quand même. Vous savez, j'ai été très bien accueilli au Rassemblement national. Je vais vous dire deux choses. La première, que je ne suis pas un traître. Les traîtres, ce sont eux. Jean-Luc Mélenchon, en 2015, qui nous expliquait qu'on avait le droit d'être islamophobe ou christianophobe ou d'avoir peur philosophiquement d'une religion, se retrouve le 10 novembre dernier, comme vous le savez, à une marche contre l'islamophobie aux côtés des frères musulmans. Donc, c'est pas moi qui trahis. Jean-Luc Mélenchon est un traître, ce que vous êtes en train de dire. Jean-Luc Mélenchon a trahi la ligne qu'on avait fixée en 2017, qui était laquelle? C'était le peuple contre les élites. Jamais en 2017, vous n'avez entendu Jean-Luc Mélenchon parler de gauche ou de droite. On a fait 20%. Aujourd'hui, vous constatez quoi? Qu'il retourne à l'union de la gauche, qu'il retourne vers un communautarisme, qu'il retourne vers des formules des années 80 ou 90 qui, moi, ne me correspondent plus. La seule aujourd'hui qui défend la République, la laïcité, le camp social, qui s'oppose aux réformes des retraites, qui est pour l'indépendance de la France, elle a un nom, ça embête peut-être les opposants, c'est Marine Le Pen. Et simplement, la deuxième chose que j'aimerais vous dire, les 3 sondages depuis que je suis parti, les 3 sondages, les 3 enquêtes ont demandé quoi? On demandait les électeurs de Mélenchon face à Macron, vous votez pour qui? Eh bien aujourd'hui, 60%, 50%, bref, il y a une tendance. Les électeurs de la France Insoumise voteront Marine Le Pen, donc je ne suis pas tout seul du tout. Les traites, ce sont ceux qui sont aujourd'hui à 6%. Andrea Cotarac, on va parler de Nathalie Perrin-Gilbert, avec qui vous avez fait une alliance en 2014. Vous étiez avec elle sur les mêmes listes. Oui. Elle parle aujourd'hui de dérive personnelle arriviste vous concernant. Qu'est-ce que vous lui répondez? C'est assez étonnant d'abord pour quelqu'un qui nous parle de renouvellement politique, qui est quand même élu depuis 95. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, l'arriviste, j'ai jamais été nommé par Gérard Collomb.
sur un arrondissement. L'opportunisme dans une métropole de Lyon, ça aurait été d'être à En Marche. Moi, je suis plutôt combattant. Vous ne faites rien si vous ne suivez pas vos convictions. Et j'ai suivi mes convictions. Ça vous blesse ce genre de mots? Arriviste, traître, transfuge? Pas du tout. Ceux qui crient le plus fort, généralement, ont beaucoup de choses à se reprocher. Je vous prends l'exemple d'Adrien Quatennens qui m'expliquait que j'étais un traître. Il oublie peut-être qu'en 2017, ce sont les électeurs du Rassemblement national qui l'ont élu face à Emmanuel Macron, c'est-à-dire exactement ce que je disais pour les européennes, voter pour Marine Le Pen pour faire barrage à Emmanuel Macron. Je pense que tous ces gens-là ont oublié un petit peu leur expérience politique. En 2 mots, et puis on passe à autre chose. Maintenant, il y a prescription, vous pouvez nous le dire ce soir. Les coulisses de ce transfert vers le Rassemblement national, c'était prémédité, c'était pour faire un coup? Mais écoutez, c'est assez pour simple. Votre carrière ou autre? Comme Antoine Comte l'a dit, ce sont des décisions fortes, dures, humainement, politiquement, de suivre ses convictions. Vous pouvez partager un constat. J'ai reçu beaucoup de SMS d'insoumis, de cadres qui disaient « je partage ton constat, mais bonjour, t'es courageux ». Bon, ça se fait pas en un jour. C'est pas quand même les mêmes convictions, la France Insoumise et le Rassemblement National. C'est comme je vous le disais la dernière fois. Comment les électeurs peuvent comprendre ça? C'est deux extrêmes. Non, mais vous voyez, vous réfléchissez encore. Droite-gauche, ça c'est la vision ancienne. Ça n'existe plus, la droite. Vous avez le même âge que moi probablement. Aujourd'hui, et vous verrez que l'avenir me donnera raison, et vous le voyez déjà pour le Brexit, le clivage... J'ai le même âge, mais je fais pas de politique. Hein. Le clivage actuel, quand vous analysez les choses en tant qu'analyste, c'est le camp du peuple représenté par Marine Le Pen face au camp des élites mondialistes représenté aujourd'hui par Emmanuel Macron. Ça crève les yeux, et d'ailleurs, je le redis, les électeurs de la France Insoumise disent dans toutes les enquêtes qu'ils voteront pour Marine Le Pen. Voilà, il faut l'entendre à un moment donné. On va passer à un autre sujet sur les sondages. Vous en parliez il y a quelques minutes. Il y a 3 sondages qui sont sortis qui vous donnent pour la présidence de la métropole à peu près à 10-12% des voix. On voit bien quand même que ça va être compliqué pour le Rassemblement national de l'emporter en mars prochain. Surtout que vous avez peu d'alliés pour le second tour. Est-ce que vous en êtes conscient et quelle est votre stratégie finalement? Vous savez, moi j'ai jamais été sectaire. D'abord, je tiens à souligner que notre rassemblement, les listes que je mêle, la métropole du bon sens, j'adhère évidemment à la ligne de Marine Le Pen, c'est le rassemblement du peuple. Il n'existe aucun rassemblement aussi large que le mien, partout en France, et encore moins face à mes adversaires. Mais il faudra trouver des alliés au second tour. Attendez, vous en les avez alliés, pas. ils sont chez moi d'abord. Vous avez... Oui, mais second tour. Non mais attendez, vous passez ça comme ça. On a des gens du Parti chrétien-démocrate, on a des gens qui étaient trotskistes à l'époque, vous avez des gens issus de la gauche comme moi, et vous avez des gens, des historiques du Rassemblement national, des ex-LR, des élus sortants. C'est du jamais vu. Absolument personne n'a témoigné un certain intérêt. Ça fait 10 et 12%. Je réponds de la même manière à Nathalie Perrin-Gilbert, qui est élue du 1er arrondissement depuis plusieurs décennies, j'ai l'impression. C'est la preuve que je ne suis pas opportuniste. J'ai démissionné de mon mandat électoral. Personne ne l'a fait. Personne ne l'a fait. Je l'ai fait parce que je respectais mes électeurs. D'abord, une chose, ça on le souligne. Donc en termes d'opportunisme, bonjour. Deuxièmement, pardonnez-moi, mais dans ce nouveau clivage, la métropole de Lyon, c'est là où est née La République En Marche. C'est 14 circonscriptions législatives et 14 députés En Marche. Donc là encore, je reprends mon costume de combattant. J'ai des listes et j'ai constitué des listes dont je suis très fier. Et oui, peut-être, il faut analyser par circonscription les scores qu'on va faire. On voit que la banlieue Est vote principalement pour le Rassemblement national parce qu'elle est abandonnée, parce qu'on ne souhaite pas faire l'anneau des sciences, parce qu'il y a un nombre d'entreprises conséquent mais un taux de chômage énorme. Vous avez le tram T3 qui est surbondé avec le Citral qui n'y répond absolument pas. Donc oui, nous allons avoir des secteurs très favorables, d'autres moins. Ce qui est sûr, c'est que nous allons multiplier le nombre de conseillers métropolitains pour porter la voix de tous ces habitants-là et pour porter la voix de Marine Le Pen. Pourquoi vous n'avez pas votre carte au Rassemblement national? Vous n'assumez pas totalement? Non, j'assume pleinement. Je suis pour Marine pourquoi Le Pen et je pense véritablement, je fais partie des gens qui pensent que Marine Le Pen sera présidente en 2022. Des militants du Rassemblement national au niveau local vous le reprochent de ne pas prendre votre carte. Ils disent soit il est avec nous, soit il ne l'est pas vraiment. Enfin, on ne sait pas trop. Non. Personne ne dit ça. Pourquoi ne pas prendre cette carte? Personne ne dit ça. Moi, je peux vous dire qu'on me l'a dit. Donc, moi, j'ai un grand respect pour les militants historiques du Rassemblement national, puisque c'est le moteur qui m'a permis de mener ces listes aussi larges. Donc, voilà, soyons très clairs. Je m'entends très bien avec ceux qui, au départ, avaient un doute, ce qui est tout à fait normal. Mais
aujourd'hui, on constate quoi? On constate que Marine Le Pen a une vocation majoritaire. Posez la question à Thierry Mariani s'il est adhérent du Rassemblement national. La réponse est non. Posez-moi la question, la réponse est non. Posez la question à Hervé Juvin, l'écologiste, la réponse est non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce parti, je constate, contrairement à la France Insoumise, justement, qu'il y a une liberté de parole, qu'on peut discuter et qu'on a un seul objectif, c'est que Marine Le Pen soit présidente en 2022 pour que les Français reprennent leur pouvoir. Sur Twitter, vous vous présentez comme insoumis, patriote et républicain. Insoumis, vous n'avez pas totalement coupé les ponts. Insoumis, je suis très fier de mon passé. Je ne renie absolument rien. J'ai appris beaucoup de choses aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, notamment en matière de social, en matière de formation, en matière de lecture, Jean Jaurès, en matière de République. Je constate aujourd'hui que tout ce que j'ai appris, c'est Marine Le Pen qui le défend. Tout ce qu'ils m'ont appris, ils l'ont abandonné, malheureusement. Andrea Cotarac, sur ce même plateau, il y a quelques semaines, vous avez eu des mots très forts pour expliquer ce que représentait pour vous le Rassemblement national. Vous avez parlé de Conseil national de la résistance du XXIe siècle. La résistance contre qui et contre quoi? Écoutez, c'est très simple. Cette formule et cette idée, je l'ai eue au moment des Gilets jaunes, encore une fois. J'ai vu pour la première fois, dans un mouvement, encore une fois, inédit, que le peuple français pouvait se rassembler dans des moments compliqué. Et c'est pas un peu maladroit, franchement, la résistance, quand on connaît le rôle de l'extrême droite pendant la guerre? Ce terme-là, vous n'avez pas l'impression de... Encore une fois... C'est pas une formule maladroite? Je vais vous répéter exactement la même chose parce qu'il semble que vous ne compreniez pas ce que je disais. On rentre dans une époque du XXIe siècle où le clivage, ce n'est plus la gauche contre la droite. Aujourd'hui, le clivage, c'est le peuple français contre les mondialistes. Moi, je fais partie du camp du peuple, celui de Marine Le Pen, qui consiste à faire quoi? À défendre la France et à faire en sorte que le peuple français survive dans cette mondialisation archaïque où même les règles de droit international élémentaires dans le droit de la guerre ne sont même plus respectées par la plus grande puissance mondiale. On parle un petit peu de la métropole parce que vous êtes candidat à la métropole, que vous critiquez beaucoup. Vous parlez de métrospoliation pour définir le rôle de la métropole de Lyon. En un mot, ça veut dire quoi? La métrospoliation, c'est quoi? C'est que je constate là encore, avec les Gilets jaunes, mais en parlant aux Français, que les centres de décision s'éloignent de plus en plus des Français. Vous le savez comme moi, la loi NOTRe a fait qu'on a fusionné des régions énormes, où le centre de pouvoir s'est décalé à Lyon. Donc pour des gens qui habitent dans le Cantal, c'est 4 heures aller, 4 heures retour. Bonjour la démocratie. Avec la métropole de Lyon, c'est un peu pareil. On fait un mastodonte au-dessus des communes, où les communes, avec leurs compétences, les maires, leur garantir le droit ne serait-ce que d'avoir le dernier mot en matière d'urbanisme, c'est pour moi très important parce que je suis attaché aux communes et je souhaite mener ces listes au service des habitants et surtout au service de la proximité. Je crois qu'avec la métropole de Lyon, on est très loin du compte et que c'est le contraire. Andrea Cotarac, là, depuis le début de cette émission, vous critiquez beaucoup, mais vous proposez peu. Moi, je voudrais vous entendre sur la métropole. Quelles sont vos propositions, justement, pour que ce mastodonte, ce bulldozer, comme vous dites, par rapport à la métropole, n'avale pas les arrondissements, n'avale pas les communes et qu'elle puisse leur laisser du pouvoir? Tout simplement, la première des choses, c'est que moi, j'ai fixé dans ma conférence de presse plusieurs axes. Le premier, c'est la démocratie, ce que je viens de vous dire, garantir le pouvoir des maires en matière d'urbanisme. Comment on fait? Faire en sorte que le PLU, les schémas notamment économiques, les schémas d'assainissement d'eau soient un partenariat approfondi entre la métropole et les communes. Ça veut dire quoi? Respect des communes, les communes ont leur mot à dire. Deuxième axe, j'ai proposé, parce que vous l'avez vu, des coups de feu à Villeurbanne, des assassinats à répétition à Vénissieux, un braquage à Mézieux. Encore une fois, les habitants de la périphérie sont complètement abandonnés. Il y a des pétitions contre Michel Picard, comme vous le savez. J'ai proposé, là encore, un fonds de 50 millions d'euros. Pourquoi? Non pas pour faire encore une fois une police métropolitaine comme M. Buffet, mais pour justement aider les communes. Vous trouvez où cet argent? Andrea Cotarac, comment vous financez ça? 50 millions d'euros, c'est pas rien. Je vais vous le dire. On a plusieurs marges de manœuvre. Vous avez par exemple dans les dépenses politiques de la ville 43 millions d'euros. Est-ce qu'on peut au moins, peut-être que c'est bien, peut-être, mais au moins avoir un bilan de cette politique-là? Il semblerait, puisque j'ai travaillé 2 ans à Vénissieux, j'ai été en campagne pendant 2 ans à Vaux-en-Velin, que le bilan soit pas terrible. On peut faire des économies là-dessus. Pour les taxes d'ordures ménagères, vous savez que la Canol a évoqué un excédent à chaque fois. Je suis pour le remboursement aux habitants de cet argent-là. On peut aussi le mettre pour la sécurité. Ce serait tout à fait possible. Et là encore, j'ai des chiffres. Pour embaucher pour une commune, par exemple, 16 agents municipaux, charges salariales compris, il faut 800 000 euros. Bon, moi, je propose 50 millions parce que j'estime que c'est une priorité, que c'est une urgence. La lutte contre la précarité, là encore, j'ai proposé quelque chose. Je propose qu'on réserve 10% des logements sociaux aux étudiants les plus précaires. Je propose aussi des logements de protection d'urgence aux femmes battues dans les logements sociaux. Ça permettrait aussi de faire
une clarification sur les critères d'attribution aux logements sociaux dans notre métropole de Lyon. Les gens se posent beaucoup de questions. Voilà des propositions claires. Il y en a évidemment d'autres sur les transports. Je suis pour l'anneau des sciences. On va parler de l'environnement. D'accord. L'anneau des sciences, ouais, justement. Écoutez, on a un peu caricaturé ma position. Là encore, je constate que David Kimmelfeld, Europe Écologie Les Verts et diverses personnes, notamment de la Croix-Rousse ou divers bobos, que je dirais, ont toujours eu un racisme social envers les banlieues est. Quand j'écoute votre chaîne le matin, Infotrafic, qu'est-ce que je constate? Qu'est-ce que vous constatez? Que c'est toujours, encore une fois, la banlieue est qui paye les bouchons, la pollution et à peu près tout. Puisque... Mais c'est quoi le rapport? Parce que là, c'est la construction d'une autoroute souterraine à l'ouest. À l'ouest, c'est-à-dire qu'on boucle le périphérique et qu'on soulage la banlieue est. Donc vous êtes pour l'anneau des sciences? Je suis pour l'anneau à 2 conditions, si vous me le permettez. La première des conditions, c'est l'échangeur près des hôpitaux, comme vous le savez, sud. Pourquoi? Parce que l'anneau des sciences est censé passer à 200 mètres de cet hôpital qui soigne de la pneumonie. Donc là, je suis pour évidemment pour le décaler. Et la deuxième chose, c'est que, écologiste que je suis, le contournement routier doit se faire par un contournement ferroviaire. Là encore, j'ai des propositions qui n'ont pas été écoutées. Je propose une nouvelle ligne une ligne qui existe, Givors, Brignais, Brignais, Gorge du Loup. Là encore, pour permettre aux habitants, non pas d'être contraints de prendre leur voiture, mais leur proposer à nouveau un service de proximité qui leur permettent en même temps d'être écologistes et de permettre d'avoir une amélioration de la qualité de l'air dans la ville. Donc voilà mes deux propositions et mes 2 conditions. Une question toujours sur l'environnement, là on en parlait. Qu'est-ce que vous proposez pour qu'on respire mieux à Lyon, qu'on vive mieux? Par exemple, la piétonisation a été mise en place, a été expérimentée en tout cas. Il y a eu les fameux bacs à fleurs de Gérard Collomb. Enfin voilà, il y a eu quand même quelques expérimentations. Vous êtes d'accord avec ça? Et vous, qu'est-ce que vous proposez? J'ai regardé les résultats. Oui, mais c'est court, mais pardonnez-moi. Sur la piétonisation, qu'est-ce que j'ai constaté ailleurs, où ça s'est fait à Bruxelles, par exemple? J'ai constaté que les délits augmentaient quand il y avait moins de passages à certains horaires. C'est-à-dire que je suis pour une piétonisation, et tout n'est pas mauvais dans une piétonisation, mais pas que pour l'ultracentre de Lyon. On peut en parler aussi pour la banlieue, puisque c'est la métropole de Lyon qui l'a mis en œuvre. 2, remettre des voitures à un certain horaire, peut-être 21h, 22h, parce que justement, ça permet de baisser les délits. Je vous rappelle quand même que la rue de la République est piétonne, pourtant il y a énormément de délits. Et 3, pour améliorer la qualité de l'air, je ne réfléchis pas que en métropole de Lyon, je réfléchis en aire métropolitaine, allant de Roanne, en passant par Saint-Étienne jusqu'à Bourgoin-Jallieu. Je propose, comme je l'ai annoncé aujourd'hui à Saint-Étienne, un Saint-Élion Express sur le modèle du Maglev à Shanghai qui fait 7 minutes, il parcourt 30 km et ça a coûté 1 milliard d'euros. Là encore, c'est budgétisé et ça permettra d'avoir un service puisque entre Lyon et Saint-Étienne, il y a 60 000 voyageurs par jour. Voilà, il faut agir sur les causes des problèmes et je le fais. On passe à la suite de l'émission, les questions sans tabou. Avec des réponses courtes, s'il vous plaît, Andréa Cotarac. Andréa Cotarac, les Républicains de François-Noël Buffet ont présenté leurs candidats dans les 14 circonscriptions métropolitaines comme vous récemment. Et il n'y a aucune femme tête de liste. Est-ce que ça vous choque ? Oui, ça me choque puisque je constate que toutes leurs annonces, ils font le contraire. La première des choses, ils ont dit qu'ils voulaient un ancrage territorial, etc. Je constate que M. Monnier, qui était député vers mes yeux, est aujourd'hui dans le 9e arrondissement. Bonjour l'ancrage. Je constate qu'ils veulent la parité, mais finalement qu'ils ne la font pas. Je constate que M. Buffet est pour, puis le lendemain, il est contre le contournement de l'anneau des sciences. Donc ça me choque, mais ça ne me surprend pas de la part des Républicains. Il parle de marketing, de ne pas céder au marketing politique. Il fait que ça, apparemment, puisqu'il fait le contraire à côté. Votre slogan, c'est la métropole du bon sens. Ça veut dire quoi en une phrase? Alors il y a 2 choses, et ça c'est mon nom de liste. Mon slogan c'est en 2020 on reprend notre destin en main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je souhaite redonner le pouvoir aux habitants et que c'est possible dans la métropole de Lyon. Andréa Cotarac, le Rassemblement national ne devrait pas être en mesure de présenter des candidats dans l'ensemble des communes du Rhône. Je crois que c'était 22 communes en 2014 et là ça serait encore moins. Comment vous l'expliquez? Écoutez, moi la chose principale c'est combien on en gagne et je pense que là on va les multiplier. Première chose, je parle de la France, mais je pense particulièrement à Givors qu'on peut libérer à mon avis en 2020. Et la deuxième chose, pardonnez-moi, à quoi bon
vous êtes un analyste politique. Vous n'avez pas du mal à trouver des candidats? Vous allez analyser les résultats et je constate que M. Castaner a fait passer une circulaire dans laquelle, dans toutes les communes de moins de 9000 habitants, c'est-à-dire 93% des communes de France, on doit gommer l'étiquette politique, tout simplement parce que M. Castaner souhaite gommer le manque d'ancrage de La République En Marche sur l'ensemble du territoire national. C'est pas un problème de trésorerie du parti? On sait qu'il y a des problèmes financiers au Vous savez, moi, à la France Insoumise, je finançais tout seul mes campagnes et au Rassemblement National, ça n'a pas changé. Je suis quelqu'un de plutôt libre et plutôt indépendant. Une question sur la métropole. Est-ce que vous savez combien on va élire de conseillers dans la nouvelle assemblée de la métropole? Oui, on va les baisser d'ailleurs. Ça va passer à 150. Et je crois que si les sièges baissent et que le Rassemblement National voit son nombre d'élus multiplié, là, on va porter une voix du peuple qui sera bien plus conséquente. La dernière question sans tabou avec Antoine. Andrea Cotarac, une question sur la guerre que se mènent sans relâche Gérard Collomb et David Kimmelfeld depuis plusieurs mois, presque un an maintenant. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'elle vous profite? Écoutez, je crois que c'est tout simplement ridicule et que ça profite pas aux habitants, puisqu'en fait, on voit que La République En Marche proposait une nouvelle formule, un nouveau monde, etc. On constate qu'entre deux personnes aussi proches, ils se tapent dessus, se lancent des coups de poignard. On constate que M. Castaner envoie des gardes du corps, policiers, espionner Gérard Collomb. Encore une fois, la facture, ce sera pour nous, pour les habitants, et c'est 300 000 € par an. La dernière partie de cette émission Lyon Politique, la dernière partie, c'est la question suivante. Chaque semaine, notre invité répond à une question posée par l'invité de l'émission précédente. Et c'est Fouzia Bouzerda qui était avec nous la dernière fois, proche de Gérard Collomb, avec qui elle est en lice pour les métropolitaines. Elle vous pose une question. Hier, avec Mélenchon, vous estimiez que la loi Asile et Immigration était xénophobe. Aujourd'hui, avec Marine Le Pen, vous estimez qu'elle n'est pas assez restrictive. Quand vous serez président de la métropole, si vous l'êtes un jour, que ferez-vous avec les mineurs isolés, politique qui est bien évidemment portée par cette collectivité? Votre réponse? Écoutez, d'abord, j'ai jamais dit ça quand j'étais aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Et deux, comme le disait Georges Marchais, je crois que l'immigration a un coût social, puisque le grand patronat souhaite opposer les Français avec des clandestins, notamment dans l'hôtellerie, dans les transports. Je constate que les travailleurs détachés sont aussi une nouvelle forme d'esclavagisme quand vous parlez avec eux, pour les concurrencer des Français. Donc je pense qu'une personne de gauche comme elle, plutôt que de suivre Gérard Collomb et de faire toujours ça, ce qu'elle a toujours fait dans sa carrière... Mais en gros, quelle sera votre politique d'accueil si vous êtes président? Écoutez, je vais vous dire, aujourd'hui, on donne 50 millions d'euros, un peu moins, j'ai vu les débats hier, à des associations comme Forum Réfugiés pour qu'elles gèrent les mineurs isolés. Je suis totalement opposé à ce type de gestion. Je vais faire comme dans le Nouveau-Rhône, à savoir une gestion directe. Je crois que les hommes politiques ne doivent pas mettre la poussière sous le tapis en donnant de l'argent à des associations favorables en plus à l'immigration. Je crois qu'ils doivent affronter directement les problèmes et donc ce seront des agents métropolitains qui agiront directement sur la politique des mineurs isolés. Merci beaucoup, Andrea Cotarac, d'avoir été l'invité de Lyon Politique ce soir. Merci Antoine, merci à vous d'avoir suivi l'émission. La semaine prochaine, c'est Renaud Père, le directeur de Sciences Po, qui sera notre invité, lui qui est candidat du Rassemblement de la gauche pour les élections à la métropole. Passez une belle soirée.